Sans t'en rendre compte, chaque jour, tu peux être en train d'affaiblir la manière dont le monde te perçoit. Ce n'est ni la beauté, ni la génétique, ni l'âge. Ce sont des comportements répétés, une posture quotidienne et des habitudes automatiques qui finissent par façonner ton apparence. Peut être l'as-tu déjà ressenti. Les gens te traitent avec moins d'attention, moins de respect, moins d'ouverture, et tu ne comprends pas vraiment pourquoi. Tu te vois sur une photo ou dans un reflet, et tu penses « j'ai l'air plus fatigué que je ne me sens ». Alors tu commences à éviter la caméra, à éviter l'exposition, comme si le problème venait de toi. Mais ce n'est pas le cas. Le corps communique avant même que tu parles. Ton apparence parle chaque jour, même quand tu ne dis rien. Il existe une différence claire entre la présence et l'usure. La présence transmet de la fermeté. L'usure transmet de la fatigue. Et voici la vérité. L'apparence n'est pas de la vanité. C'est un signal. C'est le reflet visible des habitudes que tu répètes en mode automatique. Aujourd'hui, tu vas comprendre les 10 choses silencieuses qui détruisent ton apparence et comment corriger chacune d'elles avec des principes simples et pratiques. Avant de commencer, écris dans les commentaires « Je prends le contrôle ». Maintenant, allons droit au but. Ta posture, la manière la plus silencieusement destructrice. Ce n'est pas se tenir droit par politesse ou par esthétique. C'est parce que si tu vis courbé toute la journée, ton corps commence à signer un reçu de fatigue avant même que tu t'en rendes compte. C'est toi qui négocie à la baisse avec le monde. Et lui, qui te rend le minimum. Réfléchis. Es-tu assis ou debout comme quelqu'un qui subit la journée ou comme quelqu'un qui se positionne face à elle? Observe tes épaules. Tombent-elles vers l'avant? Ton cou pousse-t-il la tête vers l'écran? Tu ne fais pas ça quelques minutes, tu le fais pendant des années. Le corps apprend la place que tu acceptes d'occuper et il s'y installe. Tu passes 12, 14, parfois 16 heures par jour, le corps fermé, recroquevillé, occupant moins d'espace que tu ne pourrais. Et le problème n'est pas esthétique. Le problème, c'est le message. Avant même que tu ouvres la bouche, ton corps a déjà tout dit. Manque de présence, insécurité, quelqu'un qui essaie de passer sans déranger. Le corps parle avant que l'esprit ait la chance de s'expliquer. Tu peux avoir les meilleurs vêtements, la meilleure coupe de cheveux, la meilleure génétique. Mais si tu marches courbé, le monde te lit comme quelqu'un qui demande la permission d'exister. Inévitablement, les gens te traitent différemment. Pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce que les humains réagissent en permanence aux signaux de sécurité ou de fragilité, même sans s'en rendre compte. Tu ne vaux pas moins, mais tu te présentes comme quelqu'un qui accepte peu. Marc Aurèle écrivait « L'âme se teinte de la couleur de ses pensées ». Mais ce que presque personne ne perçoit, c'est que le corps éduque aussi l'âme. Et bien souvent, il l'éduque en premier. Les neurosciences le confirment, quand tu restes courbé, la cage thoracique se ferme, la respiration se raccourcit, l'oxygénation baisse, le cortisol, l'hormone du stress, augmente. Le corps entre en état d'alerte. Le cerveau n'interprète pas cela comme une mauvaise posture, il l'interprète comme une menace. Tu ne penses pas « je suis plus petit », tu le ressens. Celui qui vit dans cet état n'a même pas besoin d'échouer pour se sentir vaincu. Le corps a déjà placé l'esprit dans cette position. Ta présence arrive avant tes paroles, c'est comme essayer de garder quelque chose de précieux dans une boîte cabossée. Même pleine, elle ne paraît jamais entière. La forme ne soutient pas le contenu. Le corps courbé fait exactement cela avec toi. Tu peux avoir de la valeur, des compétences, de l'intention, mais tu transmets moins que ce que tu es. Parce que la structure extérieure ne soutient pas la force intérieure. La solution n'est pas la force. C'est la conscience répétée. Les stoïciens appelaient cela la prosoche, l'attention vigilante au moment présent. Dans la vie réelle, cela signifie créer de petits rappels. Fais quelque chose de simple aujourd'hui, mets 5 alarmes sur ton téléphone. Quand ça sonne, fais un check direct, épaules en arrière, poitrine ouverte, menton parallèle au sol, respiration qui descend. Ce n'est pas une pause, c'est un alignement. Ça paraît simple, mais ça ne l'est pas. En 5 jours, tu remarqueras quelque chose de curieux. Les gens t'interrompent moins, t'écoutent davantage, répondent différemment.
Parce que la présence change l'atmosphère d'une pièce sans que tu dises un mot. Le monde ne te traite pas mieux parce que tu l'as demandé, mais parce que tu as arrêté de te diminuer. Défi pratique. Pendant les 3 prochains jours, chaque fois que tu t'en souviens, ajuste consciemment ta posture. Pas pour paraître quelqu'un, mais pour ne pas abandonner celui que tu es déjà. Observe. Le monde réagit différemment quand tu arrêtes de demander la permission d'exister et que tu commences silencieusement à occuper ton espace. Personne ne respecte celui qui se présente comme optionnel. 2. Le sommeil. As-tu déjà remarqué comment tu te sens après n'avoir dormi que 4 heures? Cernes marquées, peau sans éclat, expression éteinte, yeux sans lumière. C'est comme se réveiller avec tout le système en mode économie d'énergie. Maintenant, imagine faire ça non pas une nuit, mais pendant des mois, des années. Ce n'est pas seulement de la fatigue. C'est une usure accumulée, déguisée en routine. Des études montrent qu'une seule nuit de mauvais sommeil peut ajouter de 5 à 7 ans à ton apparence perçue. Une nuit, ça semble peu, mais le corps calcule en répétition. Et la répétition crée un schéma. Le corps fait payer des intérêts. Et le mauvais sommeil est une dette à long terme. Sénèque, l'un des grands stoïciens, était obsédé par l'usage du temps et incluait le sommeil comme partie essentielle d'une vie bien vécue. Il disait « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps à vivre, c'est que nous en gaspillons beaucoup. » Mal dormir est l'une des formes les plus silencieuses de ce gaspillage. Tu économises des heures la nuit et tu les payes plus tard en années de vitalité. Dormir n'est pas de la paresse, c'est une maintenance essentielle. Pendant le sommeil, ta peau se régénère, tes cellules se renouvellent, ton cerveau organise les souvenirs et les émotions. Ton visage se reconstruit littéralement. En être privé, c'est comme rouler tous les jours avec une voiture sans huile. Elle avance jusqu'à casser. Celui qui dort mal ne casse pas d'un coup. Il s'use peu à peu jusqu'à normaliser la fatigue, l'irritation, le manque de concentration et l'apparence abattue. Tu te regardes et tu vois des cernes qui ne disparaissent pas, une peau terne, une expression constamment fatiguée, des rides plus profondes qu'elles ne devraient l'être. Ce n'est pas génétique, c'est la routine. Les stoïciens voyaient le sommeil comme quelque chose de sacré, une préparation pour le jour suivant, pas une fuite. Bien dormir était une forme de respect de soi. Un corps reposé pense mieux, réagit moins, décide avec plus de clarté. Pour corriger ça, tu n'as pas besoin d'un rituel parfait, mais d'un rituel possible. 30 minutes avant de dormir, éteins tous les écrans sans exception. Lisse quelque chose de calme, respire profondément. Préviens ton corps que la bataille est terminée. Dors 7 à 8 heures. Ne négocie pas avec ce qui soutient tout le reste de ta vie. Défi. Prends une photo de ton visage au réveil, sans filtre, sans angle flatteur. Maintenant, dors 7 heures ou plus pendant 7 jours d'affilée. Prends une autre photo. Compare. La différence révèle à quel point tu vivais en dessous de ce que ton corps peut réellement supporter. Celui qui dort mieux ne vit pas seulement plus longtemps. Il vit avec plus de présence, de clarté et de dignité dans son propre corps. 3. Se plaindre. Il existe une habitude qui vieillit plus vite que le temps. La plainte. Quand tu te plains, quelle expression ton visage prend-il automatiquement? Le front se plisse, les lèvres se serrent, la mâchoire se crispe. C'est le visage de quelqu'un qui retient quelque chose de lourd. Tu ne fais pas ça une fois de temps en temps, tu le fais des dizaines de fois par jour. Imagine répéter ce même mouvement émotionnel 50 fois par jour, tous les jours, pendant des années. Ces lignes d'expression que tu as aujourd'hui, cette marque profonde entre les sourcils, ces plis autour de la bouche, ce n'est pas seulement l'âge, c'est un entraînement émotionnel répété jusqu'à devenir une forme. Épictète avait une phrase qui fait tout s'effondrer. Ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur ces événements. Traduite. Tu ne réagis pas à ce qui arrive. Tu réagis à l'histoire que tu te racontes sur ce qui arrive. Et chaque plainte renforce cette histoire. C'est comme appuyer toujours sur le même bouton dans le cerveau en renforçant le même chemin neural. Sauf que ce chemin ne reste pas seulement dans l'esprit.
Il descend dans le corps, dans le visage, dans la posture. Le visage devient le portrait figé du récit que tu répètes tous les jours. Tu connais cette personne qui, même en silence, semble amère, tendue, lourde. Ce n'est pas son visage au repos. C'est son visage en jugement permanent. À l'inverse, pense à cette personne qui, même en traversant des difficultés, paraît plus sereine, avec un regard plus libre. Elle ne vit pas sans problème. Elle vit sans se plaindre d'eux. La différence n'est ni la chance, ni une vie plus facile. C'est une posture intérieure. Les stoïciens appelaient cela la dichotomie du contrôle. Traduit dans la vie réelle, si quelque chose ne dépend pas de toi, se plaindre ne fait qu'ajouter de la souffrance. Si cela dépend de toi, se plaindre ne fait que retarder l'action. Se plaindre, c'est comme accélérer une voiture au point mort, ça fait du bruit, ça consomme de l'énergie et ça n'avance pas. Toute plainte est une contraction émotionnelle. Celui qui agit construit une expression que le temps n'endurcit pas. 4. La façon dont tu manges, un autre point où ton niveau de commandement intérieur devient impossible à cacher. La manière dont tu te nourris. Je ne parle pas de régime ou d'esthétique. Je parle de contrôle ou de son absence. Manges-tu avec attention ou en pilote automatique? Choisis-tu ce que tu mets dans ton corps ou réagis-tu simplement à l'impulsion du moment? T'arrêtes-tu quand tu es rassasié ou manges-tu jusqu'à te sentir lourd, lent, coupable? C'est comme faire le plein d'une voiture au-delà de la limite, puis se plaindre qu'elle ne répond pas bien. L'excès ne donne pas de puissance, il retire le contrôle. Et cela affecte la façon dont tu te portes, dont tu te sens et dont tu te présentes au monde. Quand tu manges de manière incontrôlée, tu n'affectes pas seulement le corps, tu entraînes ton esprit à céder. Tu te dis à toi-même, par de petits gestes répétés, « je ne me commande pas ». Et l'esprit apprend vite. Le corps exprime ce que l'esprit accepte. C'est pour cela que le manque de contrôle dans l'alimentation apparaît dans la posture, dans l'énergie, dans la présence et dans la manière dont tu occupes ton espace. Les stoïciens étaient obsédés par la tempérance, non comme une punition, mais comme une liberté. Marc Aurèle posait une question simple et brutalement honnête. Es-tu maître de toi ou es-tu l'esclave de tes désirs? Cette question apparaît dans les détails. Chaque fois que tu commandes une livraison à 23 heures, non par faim, mais par ennui ou vide, tu renforces l'esclavage. C'est un geste petit mais symbolique, comme remettre le volant de ta vie à n'importe quelle impulsion. À l'inverse, chaque fois que tu manges en conscience, tu pratiques la liberté. Il ne s'agit pas d'interdire, mais de choisir. Ce n'est pas de la rigidité, c'est du respect de soi. Bien manger n'est pas un acte esthétique, c'est un acte d'autorité sur soi-même. Le commandement s'entraîne dans les moments où personne ne regarde. Défi pratique. Fais un repas par jour en pleine attention, sans écran, sans distraction. Juste toi et la nourriture. Mâche lentement, observe les saveurs. Arrête-toi quand tu es rassasié, pas quand tu es plein. En 5 jours, tu remarqueras une énergie plus stable, une meilleure digestion et quelque chose de subtil mais décisif, la présence. Tu te porteras, parleras et décideras différemment parce que celui qui domine les petits élans commence inévitablement à dominer sa propre vie. Celui qui ne gouverne pas ce qui entre par la bouche gouverne difficilement, ce qui sort sous forme de décision, les réseaux sociaux et la comparaison. Il ne s'agit pas de dire que les réseaux sociaux font du mal. Le point est plus subtil et plus destructeur. Chaque fois que tu fais défiler ton fil en comparant ton corps, ta vie ou ton rythme à ceux des autres, quelque chose se passe dans ton corps avant ton esprit. Fais le test. Ouvre Instagram, fais défiler 2 minutes en comparant, arrête. Touche ton front, ta mâchoire, ton cou. Il y a de la tension. Ton corps est passé en mode confrontation. Pas parce que tu veux rivaliser, mais parce qu'il a été entraîné à se comparer. Tu fais ça des heures par jour, pendant des mois, des années. Le résultat n'est pas seulement émotionnel, il est physique. Une expression faciale chroniquement tendue, des rides d'effort, un regard lointain, un visage légèrement insatisfait, même quand rien ne va mal. Les gens le remarquent. Tu parais moins présent, moins connecté, moins réel. La présence est magnétique,
la tension repousse. Les stoïciens avaient une idée centrale, vivre en accord avec la nature. Dans le monde d'aujourd'hui, cela signifie quelque chose de simple. Arrête de vivre selon le fil. Vis selon ta réalité. Tu compares ta vie réelle, non retouchée, à la version filtrée, découpée et construite de la vie des autres. C'est comme comparer le brouillon ouvert sur ton bureau au livre finalisé en vitrine. C'est un jeu impossible à gagner, et celui qui insiste à y jouer paie avec son corps. La solution n'est pas de tout supprimer, mais de reprendre le contrôle de la relation. Fais un jeu de numérique conscient, 1 heure par jour, sans réseaux sociaux. Les premières fois, tu ressentiras de l'anxiété, l'impression de rater quelque chose. Mais observe ton corps, après 30 minutes, touche ton visage. La tension a diminué. Regarde-toi. Tu parais plus présent, plus entier, plus à l'aise dans ta peau. En 30 jours, les gens le remarqueront. Ils diront que tu sembles plus calme, plus sûr de toi, plus centré, parce que tu as cessé de porter chaque jour la tension de comparaison impossible. Celui qui vit en se comparant marche avec le visage contracté par la vie des autres. Celui qui abandonne la comparaison rend son propre visage au monde. 6. Ton langage corporel dynamique, ce n'est pas seulement la posture statique, c'est la façon dont tu te déplaces dans le monde, dont tu entres, traverses, occupes un espace. Il y a la personne qui entre dans une pièce et qu'on remarque immédiatement, et celle qui entre et semble ne pas exister. La différence n'est ni la beauté, ni le statut, ni les vêtements. C'est une présence corporelle maintenue dans le temps. Et tu fais tout cela sans t'en rendre compte. Tu évites le contact visuel, tu gardes des gestes petits et contenus, tu occupes le minimum d'espace possible, tu marches avec les épaules fermées. Ce sont des micro-signaux presque invisibles, mais constants. Chacun communique silencieusement. Je n'appartiens pas ici, je ne veux pas déranger, je préfère passer inaperçu, et le corps dit tout cela avant même que ta bouche ait la chance de corriger. C'est comme entrer partout avec le volume de ta propre existence réglé au minimum. Même quand tu as quelque chose à dire, ton corps a déjà décidé que cela ne vaut pas tant que ça. Épictète enseignait la maîtrise de soi. La présence n'est pas un talent, c'est un entraînement conscient. Exercice. Pendant 3 jours, observe et ajuste. Un contact visuel ferme, pas agressif, simplement présent, des gestes plus amples, sans excès, marche comme quelqu'un qui a sa place là où il se trouve. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'alignement. Occupe le sol avec tes pieds, l'air avec ton regard, le temps avec ta présence. Sans rien annoncer, les gens réagissent différemment. Non parce que tu as exigé le respect, mais parce que tu as cessé de te déplacer comme quelqu'un qui demande la permission d'exister. La présence ne s'explique pas. Elle se soutient dans le corps, et le monde répond à ce que tu soutiens, pas à ce que tu désires. Personne ne respecte quelqu'un qui traverse les lieux comme s'il était seulement de passage. 7. Les micro-mouvements d'anxiété, quelque chose révèle ton anxiété avant même que tu t'en rendes compte, ce que ton corps fait en mode automatique. Tu touches tes cheveux, tu ronges tes ongles, tu balances la jambe, tu touches ton visage de manière répétée, tu serres les mains. Ce sont des petits gestes presque invisibles, mais répétés suffisamment pour détruire ta présence. Ces micro-mouvements ne sont pas seulement des signes d'anxiété, ils alimentent l'anxiété. C'est un cycle silencieux. Le corps entre en état d'alerte, l'esprit interprète cela comme un danger. Même sans menace réelle, la situation semble tendue parce que ton corps agit comme s'il était en danger, et le monde le perçoit. Avant que tu parles, l'autre ressent déjà. Instabilité, insécurité, manque de contrôle intérieur. Celui qui ne contrôle pas les petits gestes transmet qu'il ne contrôle pas son propre état. Marc Aurèle pratiquait ce que nous appelons aujourd'hui l'attention pleine. Il disait « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » Mais ce que presque personne ne remarque, c'est que le contrôle de l'esprit commence par le contrôle du corps, et non l'inverse. Si tu ne gouvernes pas tes mouvements, tes pensées courront toujours derrière. Méthode. Quand tu remarques un micro-mouvement, ne te juge pas. Arrête-toi consciemment. Respire profondément 3 fois. Place tes mains dans une position neutre.
Ce n'est pas de la répression, c'est du commandement. Tu dis à ton système nerveux, il n'y a pas de danger maintenant. Pendant 5 jours, fais cela à chaque fois. Remplace le mouvement par une immobilité consciente et une respiration lente. L'effet est immédiat, l'anxiété diminue, la présence augmente, le regard devient plus ferme. Le corps cesse de demander de l'aide sans nécessité. Celui qui contrôle son corps signale la sécurité. Celui qui signale la sécurité attire la confiance. Tu ne perds pas ton autorité parce que tu es anxieux. Tu la perds quand tu laisses ton corps annoncer l'anxiété avant même d'ouvrir la bouche. Celui qui ne gouverne pas ses propres gestes se présente au monde comme quelqu'un qui est toujours sur le point de perdre le contrôle. L'hydratation. Quelque chose de plus basique et pour cette raison encore plus négligé. L'eau. Tu penses être hydraté ? Probablement pas. Regarde ton visage. Peau sèche, lèvres gercées, cernes marquées, expression fatiguée, regard terne. Ce n'est pas seulement de la fatigue. C'est le corps qui fonctionne à la limite, pendant que tu fais semblant que tout va bien. Des études montrent qu'environ 75% des personnes vivent dans un état de déshydratation chronique sans s'en rendre compte. Ce n'est pas un manque d'eau, c'est un manque d'attention portée à son propre corps. Tu passes la journée à exiger du focus, de l'énergie, de la clarté, mais tu donnes à ton corps le strict minimum pour survivre, pas pour bien fonctionner. C'est comme essayer d'avancer avec le réservoir sur la réserve et se plaindre des performances. Le corps fait payer. Moins d'eau signifie sang plus épais, circulation plus lente, cerveau moins efficace, peau terne, muscles rigides, fatigue constante. Tu ne perds pas de l'énergie, tu te fais drainer petit à petit. Et le plus dangereux, c'est que ça devient normal. Tu t'habitues à vivre en dessous de ton vrai niveau. Tu crois que c'est l'âge, la routine, le stress. Ce n'est pas ça, c'est de la négligence répétée. Les stoïciens étaient clairs, la discipline n'était pas une punition, c'était un soin de soi systématique. Prendre soin du corps était une manière d'honorer la raison, car un corps négligé sabote toute tentative de clarté, de présence et de maîtrise intérieure. L'eau n'est pas un détail, c'est une structure. Sans suffisamment d'eau, il n'y a pas de concentration durable, de bonne posture, de sommeil réparateur, de peau vivante, d'expression ferme. Tout se bloque d'abord à l'intérieur. Il n'y a rien de complexe. Une bouteille d'1 litre 3 fois par jour, sans négociation, ce n'est pas un bel objectif, c'est de la maintenance de base. En quelques jours, quelque chose change. La peau réagit, les yeux deviennent plus vifs, l'expression s'adoucit, l'esprit s'éclaircit. Pas parce que tu as fait quelque chose d'extraordinaire, mais parce que tu as arrêté de traiter ton propre corps comme s'il était jetable. Ton corps reflète exactement le niveau de respect que tu pratiques envers toi-même. Pas ce que tu dis, pas ce que tu penses. Ce que tu fais chaque jour. Celui qui ne prend pas soin de l'essentiel passe sa vie à demander des résultats avancés. Et la vie ne fonctionne pas comme ça. Si tu veux devenir méconnaissable, commence par quelque chose de simple. Arrête de survivre à la limite et commence à soutenir le minimum que ton corps exige. Celui qui ne s'hydrate pas ne manque pas d'eau. Il manque de priorité. 9. Le stress constant, un état intérieur qui définit la manière dont tu vis, réagis et es perçu, même quand rien de grave ne se passe, le stress constant. Pas le stress ponctuel, mais celui qui devient le fond sonore de ta vie. Tu te réveilles déjà accéléré, tu passes la journée le corps tendu, tu te couches fatigué, mais sans te détendre. L'alerte ne s'éteint jamais. Tu ne vis pas comme ça parce que la vie est trop dure. Tu vis comme ça parce que ton corps a appris à fonctionner en état d'urgence, même quand il n'y a aucune urgence. Le stress constant est physiologique. Il apparaît dans les épaules toujours relevées, la respiration courte, la mâchoire serrée, le visage figé, le regard inquiet. Avant que tu parles, ton corps communique déjà. Précipitation, tension, impatience, défensive. Tu ne sembles pas occupé, tu sembles surchargé. Et le monde répond à cela. Les personnes chroniquement stressées sont plus souvent interrompues, questionnées, moins respectées. Pas parce qu'elles parlent mal, mais
parce que leur corps communique une fragilité sous pression. C'est comme vivre avec l'alarme incendie allumée en permanence. Même sans feu, le bruit use le corps et empêche de penser clairement. En mode survie, tu ne crées pas, tu ne décides pas bien, tu ne maintiens pas la présence, tu réagis seulement. Le principal bouton du stress n'est pas la pensée, c'est la respiration. Une respiration courte, rapide, bloquée dans la poitrine, maintient le corps en alerte. Le cerveau interprète un danger. Tu ne penses pas « je suis stressé ». Tu respires de manière stressée et tout le reste suit. Quand la respiration s'approfondit et descend dans l'abdomen, le corps comprend un autre message. Il n'y a pas de menace immédiate. Et quand ce message arrive, le stress commence à céder. Le visage se détend, les épaules s'abaissent, la posture s'ouvre, la voix ralentit. Tu commences à occuper l'espace avec calme, fermeté et contrôle sans effort. Ce n'est pas de la détente mystique, c'est de la physiologie de base. Les athlètes, les militaires, les orateurs utilisent cela. Exercice simple et direct, 3 fois par jour, arrête-toi 1 minute. Inspire profondément par le nez en amenant l'air jusqu'à l'abdomen. Expire lentement par la bouche, 10 fois. Ce n'est pas une technique sophistiquée. C'est toi qui informes ton corps que le danger est terminé. Avec le temps, quelque chose change. Tu réagis moins, tu t'irrites moins, tu penses mieux sous pression, tu es respecté plus naturellement. Pas parce que la vie est devenue plus facile, mais parce que le stress constant a cessé de te commander. Tu n'es pas fatigué parce que tu en fais trop. Tu es fatigué parce que tu vis en état d'alerte, en permanence. Quand le stress cesse d'être le moteur, ta présence change. Et la présence commence par l'air qui entre en toi. 10. L'histoire personnelle. Laisse-moi être brutalement honnête avec toi. Je n'ai pas toujours su cela. Il y a eu une période où j'évitais les caméras, fuyais les événements sociaux, où toute exposition me vidait. Je me regardais dans le miroir et je voyais quelqu'un d'effacé, fatigué, au regard vide, vivant en mode économie d'énergie. Je dormais 4 ou 5 heures par nuit, je passais des heures à scroller, à comparer, je me plaignais de tout, je mangeais en pilote automatique, mon corps ne défaillait pas. Il montrait simplement, avec précision, la manière dont je vivais à l'intérieur. Jusqu'au jour où j'ai perdu une opportunité importante, quelqu'un m'a regardé et m'a dit « Tu as l'air sans énergie ». Ça a fait mal parce que c'était vrai. C'était entendre à voix haute ce que je faisais semblant de ne pas voir. Peu après, je suis tombé sur Marc Aurèle et une phrase simple « Notre vie est façonnée par nos pensées. Tout s'est mis en place ». J'essayais de contrôler le monde, de me comparer, de remplir ma vie à l'extérieur, pendant que je fuyais à l'intérieur comme un seau percé. Alors, j'ai arrêté de promettre. J'ai commencé une expérience réelle. 30 jours en appliquant exactement ces principes. Les premiers jours ont été mauvais. Le silence était inconfortable. L'absence de distraction a exposé ce que j'évitais. Ce n'était ni beau, ni rapide. C'était inconfortable. Et c'était réel. Mais en 30 jours, les gens ont commencé à le remarquer. En 60 jours, je me reconnaissais dans le miroir. Pas quelqu'un de parfait, mais quelqu'un de plus présent, plus entier, plus éveillé. Aujourd'hui, je me trompe encore, je glisse encore. Mais la différence est simple. Maintenant, je m'en rends compte tout de suite et je choisis autrement. Avant, je coulais sans même m'en apercevoir. Et toi aussi, tu peux faire la même chose. Pas demain, pas lundi, maintenant. 30 jours sans discours. Un système simple, posture vérifiée plusieurs fois par jour. Sommeil traité comme une priorité. Moins de réseaux sociaux, moins de comparaisons. Respiration pour faire baisser le stress. Alimentation avec attention. Corps hydraté. Esprit présent. Sans héroïsme, sans excès. Juste de la constance. Documente, compare, observe. Parce que quand l'esprit change, le corps répond toujours. Et quand le corps change, le monde répond avec lui. Si cela t'a aidé à voir les choses avec plus de clarté, reste ici, laisse ton like, abonne-toi à la chaîne et écris dans les commentaires ce qui a le plus résonné en toi. Cet espace existe pour celles et ceux
qui veulent grandir avec conscience. Merci d'avoir regardé.